Introductif, en fait je représente ici le ministère des Armées, qui est en fait partenaire de ce travail, partenaire de ce projet. Alors, le ministère des Armées, parce que ce ministère met à disposition du public un certain nombre de ressources sur les conflits contemporains, des ressources qui ont bien sûr un intérêt tout particulier pour les enseignants, dans la mesure où elles peuvent être mobilisées pour traiter des questions relatives aux faits militaires, des questions qui sont devenues très présentes, comme vous le savez, dans les programmes scolaires. Et il existe donc au sein du ministère des Armées une direction qui est plus particulièrement en charge de toutes ces questions en lien avec l'enseignement de défense, en lien avec l'enseignement du fait militaire. Cette direction, c'est la direction de la mémoire, de la culture et des archives, la DMCA, et c'est donc cette direction que je vais vous présenter alors très rapidement en introduction. Donc cette direction, elle dispose donc pour valoriser ses actions de deux grands vecteurs de diffusion. Un vecteur papier d'une part, et numérique d'autre part. J'ai commencé par le support physique, papier, c'est la revue Les Chemins de la Mémoire. Cette revue elle est éditée à 23 000 exemplaires, elle est constituée, programmation annuelle, elle est constituée de 4 numéros plus un hors-série. Les deux premiers numéros suivent la programmation annuelle du ministère des Armées, ce sont les numéros que vous avez ici à disposition. Donc on est sur le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, 1943, la prochaine évidemment sera 1944. Cette année, on a fait également 1953, donc le 70e anniversaire de la fin des combats du bataillon français de l'ONU en Corée. L'année prochaine, on sera sur l'Indochine. On a un troisième numéro sur le tourisme de mémoire, un quatrième qui est plus transversal, plus général, qui sort de cette programmation mémorielle. Celui qui sortira en novembre portera sur les animaux et la guerre. Et on a le hors-série. Le hors-série, là, on est sur une autre dimension, 100-150 pages à peu près. Des articles beaucoup plus denses, toujours richement illustrés, et avec là aussi des thématiques qui sont, on va dire, inspirantes en termes de travaux interdisciplinaires, intéressant notamment l'éducation artistique et culturelle, l'éducation aux médias et aux informations. Vu l'assistance, on peut se permettre de je pense qu'effectivement, je vais laisser mis à disposition à la sortie, mais on ne craint pas l'embouteillage. Et donc, oui, celui-ci porte sur les lettres, les arts et la guerre. Donc thématique particulièrement large, l'idée étant de voir comment les arts, au sens large, finalement façonnent nos représentations du phénomène guerrier et nous permettent de faire évoluer justement ces représentations dans le temps. Donc une revue, Les Chemins de la Mémoire. Un site, ensuite, un site internet, site éponyme, Chemin de Mémoire. Donc ce site présente des pages qui sont dédiées aux grandes commémorations que le ministère des Armées souhaite mettre en avant. Là, je vous ai fait une petite capture d'écran justement de cette page d'accueil. Donc chaque fois des pages qui présentent un contenu historique, un appareil critique qui permet d'accompagner les cérémonies commémoratives, qui permet d'accompagner les cycles mémoriels. Alors ça peut être le 25 septembre, les harkis, ça peut être le 19 mars, la guerre d'Algérie, etc. Des articles, des témoignages, des petites vidéos qui permettent d'éclairer ce moment commémoratif. Pour le reste, le site est divisé en trois grandes plateformes. Trois grandes plateformes dont une intéresse plus particulièrement les enseignants. Et cette autre plateforme, donc, c'est Educadef. Alors sur Educadef, vous allez trouver des ressources concernant les conflits contemporains. Vous allez trouver des sources de financement également pour monter vos projets pédagogiques. Et puis vous allez trouver également des moyens de valorisation de ces projets. Et en fait, cette plateforme, donc Educadef, synthétise véritablement le soutien de la direction, le soutien de la DMCA aux actions d'enseignement de défense, à travers donc trois grands axes, que je vais détailler très vite, pédagogique d'une part, financier d'autre part, et on va dire partenarial, valorisation enfin. Donc tout d'abord, le soutien pédagogique, c'était la slide juste précédente, juste après, il y en a une qui manque, donc c'était la première le soutien pédagogique, mais bon, peu importe, sur ce soutien pédagogique, vous aviez en fait la mise à disposition d'articles, de films, de photographies, notamment celles de nos partenaires de l'ECPAD que Catherine vous présentera après, et également des appels à projets pédagogiques. C'est-à-dire que chaque année, la DMCA lance 3 grands appels à projets pédagogiques qui sont conçus comme étant extrêmement transverses, vastes, propres à favoriser un travail interdisciplinaire. Donc, les 3 appels à projets pédagogiques qui sont lancés cette année sont les suivants. Vous avez écrivain en guerre, d'une part. Vous avez photographié et filmé les conflits contemporains, d'autre part. Et vous avez le sport et les armées, enfin. Donc là, on s'insère évidemment dans l'actualité, c'est clair. Mais surtout, là, vous avez à travers ces appels à projets pédagogiques moyen de mener des travaux qui associent l'histoire-géographie, les lettres, éventuellement une prof de PS, enfin quelque chose qui est conçu comme étant le plus transverse possible. Donc soutien pédagogique. Ensuite, on a effectivement le soutien financier.
Donc ce soutien financier, la DMCA dispose d'un budget d'à peu près 800 000 € qui est dédié au soutien au projet pédagogique. Donc ça nous fait grossièrement une moyenne à peu près de 1 000 € par projet qui est octroyé. Donc, il suffit pour ça, c'est très simple, d'aller sur le site EduCADEF, de remplir en ligne le dossier. Votre dossier est examiné en commission et très franchement, dès l'instant où pédagogiquement ça tient la route, je suppose que ça tient, effectivement, vous avez toutes les chances de bénéficier de cette subvention. Après, à côté de cette subvention, que j'appellerais, on va dire, classique, de l'ordre de 800 000 € à peu près, on a mis en place cette année, enfin, depuis l'année dernière, une commission paritaire exceptionnelle, dont le montant, là, possiblement octroyé, est largement supérieur, puisqu'on peut monter, là, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc l'idée, là, c'est de valoriser des projets à dimension exceptionnelle, des projets pérennes, c'est-à-dire qui s'accompagnent, par exemple, d'une publication. Et le projet que Louis va mettre en avant tout à l'heure s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là, puisque au départ, on était parti d'un projet qui valorisait un travail mené sur des photos de soldats indiens. Petit à petit, on en est arrivé à des expositions, on est en arrivé à la publication, la construction d'un catalogue par les élèves, c'est bien l'intérêt, et au final également par un voyage effectué en Inde par ces mêmes élèves, qui ayant suscité l'intérêt des autorités indiennes, ont été invités à participer à la colloque. Et quand je dis invités à participer à la colloque, il ne s'agit pas juste d'une invitation où on assiste, mais il s'agit bien d'une invitation où on prend la parole, où on s'explique, où on est quelque part d'égal à égal face aux intervenants et où, en anglais, on va faire une présentation. Donc là, on a un projet extrêmement ambitieux et de ce point de vue-là, voilà, la DMCA a pleinement joué son rôle de facilitatrice. Enfin, dernier aspect, troisième élément, c'est le rayonnement événementiel et partenarial. C'est-à-dire que la DMCA, je vous parlais tout à l'heure d'appel à projet pédagogique, et bien la DMCA apporte une reconnaissance également aux classes ayant répondu à l'un des 3 grands appels à projet pédagogique que j'ai évoqués tout à l'heure, sous la forme de la participation à une cérémonie apportée donc interministérielle, qui s'appelle Héritier de mémoire, et qui se déroule chaque année au Panthéon. C'est-à-dire que les projets, parmi les projets qui nous ont été soumis, les projets qui sont jugés les plus complets, les plus intéressants, bénéficient d'un soutien par le soutien financier bien sûr, mais également accompagnement cinématographique. Vous avez une équipe de l'ECPAD qui va accompagner le professeur, sa classe, dans les différentes étapes de réalisation de son projet. Et à l'issue de ce travail, une cérémonie au Panthéon, en présence de hautes autorités du ministère des Armées et de l'Éducation nationale, voire des ministères des Affaires étrangères. Cette année, on a eu les ambassadeurs d'Espagne et de Grande-Bretagne, par exemple, qui étaient présents parce que les projets qui étaient soutenus portaient sur cet aspect mémoire partagée et sur la Grande-Bretagne et sur l'Espagne. Et au cours donc de cette cérémonie, les élèves, parce que bien sûr l'intérêt c'est de mettre en valeur les élèves sont mis à l'honneur, les élèves sont récompensés par la remise de trophées. Voilà, donc j'en ai fini. On a donc des ressources qui sont des ressources pédagogiques, des moyens qui sont des moyens financiers, des outils de valorisation, le tout évidemment en lien étroit avec l'éducation nationale, puisque j'ai oublié de le mentionner, mais tout ce qui est diffusé, publié, valorisé sur cette plateforme EduCADEF l'est avec l'aval de l'inspection générale de l'éducation nationale d'histoire-géographie. Donc vous avez une validation scientifique, une validation institutionnelle, c'est quelque chose qui est co-construit avec le ministère de l'Éducation nationale, ça c'est pas quelque chose qui est propre au ministère des Armées. Donc autant de choses qu'offre ce ministère, autant de choses qui expliquent que la direction de la mémoire, de la culture, des archives ait été, dans le cadre de cette politique de soutien à l'enseignement de défense, ait été très tôt associée au remarquable projet porté par Louis, auquel je sais. Merci beaucoup. Donc Louis Tessé-Doux, enseignant en lettres et histoire. Avant de détailler le projet, j'ai choisi de présenter un petit peu les hommes qui ont permis de créer ces expositions. On part sur donc, le lieutenant Raoul Berthollet et les opérateurs de la SPCA. La SPCA, c'est la section photographique et cinématographique de l'armée, qui succède à la section photographique de l'armée qui a été créée en 1915 par l'armée française, puisque l'armée se rend compte du pouvoir de la photographie. Donc les élèves, dans le cadre du chef-d'œuvre, ils ont déjà travaillé sur Raoul Berthollet une première année. On le découvre ici, donc ces 2 photographies qui n'ont aucun rapport avec Amiens, mais ces 2 portraits assez emblématiques du fond Berthollet. Sur la gauche, il a sûrement été pris en photo par son père, donc on sait grâce à ça qu'il y a une pratique familiale de la photographie, et en 1917, on a un portrait de lui dans une tranchée allemande. Donc les élèves étaient, dès l'année de première, en lien avec les photographies, ils apprenaient à décrypter les photographies. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut analyser, et surtout une photographie, il y a un titre, il y a une source, donc il y a des choses, il y a des immanquables à ne pas louper.
Ils ont fait corps avec la famille Berthollet, puisque dans le fond photographique, on voit aussi des photographies de la famille. Donc là, c'est une photographie de son père, lors de la première permission de Raoul Berthollet. Il redescend à Montpellier, puisqu'il est originaire de l'Hérault. Il redescend en 1915. Donc on a une photographie de son papa. Et on a aussi la photo de sa petite sœur qui donnera une photographie de son frère à la fin de sa vie, dans les années 80, aux archives municipales de Toulouse. Donc il y a deux types de photographies. Vous avez des photographies qui sont, je retourne un peu, c'est des plaques stéréoscopiques, des plaques en verre, hein, ça fait 10 cm sur 4, c'est des toutes petites plaques en verre. Et on a aux archives municipales de Toulouse, il a eu le temps de faire des planches contact, de développer les photographies et de faire des petits carnets. Donc c'est très bien numérisé puisque c'est l'équivalent de la taille d'un timbre, c'est vraiment des toutes petites photographies. Pour les opérateurs de la SPCA, pareil, les élèves ont travaillé sur le parcours de ces soldats. On a par exemple Emmanuel Mas, qui est né en 1891, qui est opérateur photographe de profession, puisque l'armée va se retrouver quand même confrontée à un problème de savoir-faire technique. Hein. Ils vont recruter des hommes qui sont capables de faire des photos. Et Emmanuel Mas, il nous a intéressés, puisque sur sa fiche militaire, son registre matricule, il a été décoré en 1919 de la Croix de guerre pour les photos qu'il a faites qui serviront à l'éducation à la paix. En 1919, sur le dossier, on a cette inscription, donc quand les élèves ressortent les photos 100 ans plus tard, on dit qu'en 1919, ils avaient déjà pensé à nous. Un deuxième homme qui est assez important aussi, c'est Albert Samama-Chikli, qui est engagé volontaire donc à l'âge de 42 ans en janvier 1916, et Albert Samama-Chikli, qui a fait des photos d'Amiens en 1918, c'est le fondateur du cinéma africain. Il est considéré comme un des frères Lumière africains, et sa fille est la première actrice arabe au monde. C'est-à-dire que le premier film arabe tourné, c'est sa fille qui est actrice, et sa fille est considérée comme la première actrice arabe au monde. Donc j'ai choisi on va rester entre professeurs de lettres histoire, j'ai pris les thèmes, parce qu'on colle évidemment au thème du programme. En classe de première, les élèves ont travaillé sur hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises. Donc on est dans le cadre du chef-d'œuvre, ça a été vu en classe de première, ça ressurgit un petit peu en terminale sur des horaires dédiés au chef-d'œuvre. Alors voilà, il faut voir ce que les élèves ont vu. Alors, évidemment, quand on est amiénois, ça parle beaucoup, quand on est Villebois, ça parle beaucoup moins. Et voilà, les élèves, en fait, le projet Amiens 15-18, c'est un projet qui combine à chaque fois deux photos. C'est les lieux en 1915 et les mêmes lieux en 1918. Donc il y a eu un jeu d'histoire puzzle. Donc là, par exemple, on a la place de la Gare prise en juin 1915 par Raoul Berthollet, et on a la place de la Gare, pardon, en 1918. Donc les élèves tout de suite se rendent compte qu'il y a une ville qui a été bombardée et on a un tissu urbain qui est marqué par le conflit. Pour la petite parenthèse, quand on a accroché, ce qu'on verra tout à l'heure, ce sont les élèves qui ont fait l'accrochage de l'exposition. Quand cette photo a été accrochée, une dame est passée, une amiénoise, c'était dans la plus grande bibliothèque d'Amiens. Elle a dit c'est mon oncle qui est sur la photo, le monsieur à gauche des 3 soldats anglais. C'est Alfred, alors le nom de famille je l'ai oublié, mais elle s'est dépêchée, elle est retournée chez elle, elle a récupéré les papiers de son oncle qu'elle avait, donc on dit voilà, il y a des choses souvent qui sont pas dues au hasard, mais si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Donc on a ces photos, on a des photos dans le fond Berthollet, on a des photos aussi d'ordre privé, hein. Il est en couple avec une jeune amiénoise qui s'appelle Jeanne Cornu, qui est présente dans son album photo jusqu'en 1916. Donc on les voit se présenter souvent dans un cadre naturel. Dès qu'ils sont à deux, ils sont soit dans une forêt, soit près de la Somme, mais jamais en ville. Ils s'extirpent de la ville assez rapidement. On a différents aspects qu'on ne voit pas peut-être aussi souvent dans les programmes. C'est Amiens qui est une ville d'arrière-front au final, et la guerre c'est pas que des tranchées, c'est pas que des combats. On le voit grâce à ces photographies qui sont assez exceptionnelles, des aspects de la guerre qui étaient inconnus pour les élèves. On pense notamment aux prisonniers de guerre. Donc sur la photo de gauche, les élèves, on avait décrypté la photographie, donc on voit des soldats allemands
qui sont encadrés par, alors sur ce cliché, par des cavaliers, c'est des dragons, c'est ça? Il y a un dragon, un chasseur. Et puis on voit aussi le public qui est très féminin sous les ombrelles. On voit beaucoup de femmes qui sont présentes. Et dans les sources, on sait que c'est le avril 1915 et en fait c'est un parcours qui a été fait pour exhiber les prisonniers allemands qui ont été attrapés la veille. Donc ils ont fait un parcours en ville et on les met, on voit sur la photo de droite, on est très embêté, on les met dans la citadelle d'Amiens. Donc Berthollet, lui, il a pu rentrer dans la citadelle parce que c'est un militaire, un lieutenant, donc il a réussi à passer. Il n'y a pas encore de loi, il n'y a pas encore d'interdiction de faire de photographie sans autorisation. On est vraiment avant la création de la SPA et il arrive à entrer dans la citadelle et à faire des clichés. Et 1915-1918, on voit toujours le même thème, mais on voit que les choses sont plus organisées. Il y a des camps de prisonniers, puisque évidemment en 1915 on n'a pas de place, on cherche où loger les prisonniers, et évidemment les loges là où des soldats français étaient. Donc là on voit qu'en 1918 on a des camps de prisonniers qui ont été sortis de terre ex nihilo. Et puis, même thème, même place, pardon, la citadelle, on voit que le 14 juillet 1918, en 1915 on avait des prisonniers. En 1918, on voit qu'on a une fête des Alliés au niveau du Namibie. On a la présence aussi, évidemment, des troupes coloniales. Donc Berthollet se trompe à chaque fois. Il indique que là, ce sont des goumiers, mais ce sont des spahis. Donc ça montre voilà, un côté très français, métropolitain, qui a une méconnaissance du monde colonial. Donc les élèves, pareil, voilà, il y a ces cavaliers en 1915 et il y a des nouvelles armes avec, par exemple, les chars allemands qui sont créés en 1918 avec la disparition progressive de la cavalerie. Donc là, on a eu aussi de la chance puisque ce char allemand, c'est le char Mephisto. C'est le seul char allemand qui reste aujourd'hui sur Terre. Tous les chars allemands ont été détruits, ils étaient assez peu nombreux et ils avaient tous un prénom. Donc on sait que voilà, ce char il est exposé à Brisbane aujourd'hui au musée de la guerre. On est toujours sur les troupes coloniales. Là encore, il a pris cette photographie sur le boulevard Alsace-Lorraine, qui est l'un des principaux boulevards d'Amiens, en 1915, avec des troupes coloniales et des troupes indiennes. Il indique que c'est des goumiers, mais c'est une erreur de sa part, ce sont des cavaliers indiens, et on voit à l'arrière-plan des Aminois qui les regardent un petit peu médusés. Et c'est aussi une permanence, puisqu'en 1918, on retrouve des soldats indiens à Amiens. Donc là, on est dans la gare Saint-Roch, et cette photo elle est assez exceptionnelle, puisqu'on a une gare française qui vient d'être bombardée par des soldats, par les obus allemands, et on a des volontaires italiens qui travaillent dans cette gare, qui sont dans les gravats, et on a un cavalier indien qui est présent et qui, voilà, c'est un peu ce que tu disais, l'inversement de 1915, où là c'est voilà, les colonisés qui regardent le blanc travailler. Donc intéressant aussi pour le projet, c'est que c'est une gare d'Amiens qui est connue de tous les Amiénois, mais aucun Amiénois qui va dans cette gare qui est un peu oubliée. Donc c'est une gare en plus qui est à la périphérie d'Amiens, qui est près des lieux d'habitation des élèves. Donc on match plusieurs cases pour faire résonner cette histoire. En première bac pro, il y avait évidemment le thème 2, hommes et femmes au travail. Donc on avait travaillé sur des photos qui ressortent sur l'année de terminale et le projet année 1915. Donc on a Raoul Berthollet qui prend, alors sur la droite on a une ouvrière COSRA. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le monde ouvrier aminois 14-18 est au final peu connu, et là les illustrateurs se donnent à cœur joie parce qu'on a le vêtement d'une ouvrière de l'industrie textile en 1915. Qui a pu être étudié par les élèves. Et sur la gauche, on a, alors c'est la voisine de Jeanne Cornu, qui est son amie aminoise. Et enfin moi j'avais fait des recherches
sur mémoire des hommes, chemin de mémoire, où on a les registres matricules. Et en fait, son père est un trafiquant d'alcool, qui est un militaire mais trafic de l'alcool. Il a été condamné à de multiples reprises pour trafic d'alcool. Et on a une explication sur la présence des tonneaux à l'arrière dans le jardin. Donc là, voilà, on a une pièce à conviction, mais on va dire que voilà, le temps est passé. Donc voilà, on a ces femmes qui sont présentes. On a aussi les ortillonnages amiénois qui sont représentés avec, voilà, lui s'est promené le long du chemin du halage et il a pris en photographie cet ortillon avec la barque qu'on appelle l'ortillonne. Donc pareil pour les élèves, ça résonne énormément puisque les ortillonnages c'est l'un des premiers lieux touristiques à Amiens. Donc les élèves ils ont travaillé dès 2021-2022 sur une première exposition qui s'appelait on l'avait appelée la guerre de Raoul Berthollet, tout simplement. Donc on avait pris, on était dans un petit centre culturel et on avait encore des masques, mais c'est les élèves qui ont tout réalisé. Donc on avait très peu de budget à l'époque, donc les photographies sur la droite ont été faites via Internet. Et c'est un des personnels Athos du lycée qui a fait les cadres, c'est les cadres qui ont été faits sur mesure au lycée, et les élèves les ont peints et on a fait le montage. Donc on avait tous, sur la droite c'est Maxence, sur la gauche c'est Maureen. Ils avaient tous ils avaient le droit au téléphone portable parce qu'il y a l'appli du niveau sur les téléphones, donc tout était bien calé, puisqu'ils ont le droit de télécharger l'appli et de travailler. Et sur la gauche, on le verra tout à l'heure, c'est des anaglyphes, puisque ce sont des plaques stéréoscopiques, et on peut voir les choses en 3D. Donc on avait réussi à imprimer, ça fait quoi, 2 mètres, 1 mètre sur 1 mètre, des photos de Raoul Berthollet qu'on est capable de voir en 3D avec des lunettes. Et comme ce sont des bacs pro animation, ils avaient réalisé un carnet de guerre et on a des élèves de primaire qui sont venus voir l'exposition. On avait acheté il y a 2-3 ans des pluminiers au lycée, donc on a fait écrire le carnet de guerre à partir des photographies qu'ils nous ont vues. Et évidemment, on avait un grand côté gadget, ce sont ces fameuses plaques stéréoscopiques qu'on peut voir en 3D en appareil, un stéréoscope. Donc, comme ce sont des plaques en verre qui sont extrêmement fragiles, on ne peut pas les sortir, mais on peut soit refaire des plaques stéréoscopiques, c'est totalement une simplicité désarmante, hein. Il faut une petite planche de carton en bonne dimension, on reprend les 2 photos et il faut juste un écart de quelques millimètres et mis dans cet appareil en bois et on voit en 3D. Ou sinon, encore plus simple, on va sur Internet, il y a des logiciels qui permettent de créer des anaglyphes. Donc vous découpez la photo, vous prenez les 2 photos, vous les superposez et vous mettez un filtre bleu et un filtre rouge. Et normalement, vous voyez en 3D et vous avez des lunettes et vous pouvez, c'est le côté gadget de l'exposition de la conférence, on peut voir en 3D ces photographies. Non, ça dépend de l'adaptation du cerveau, soit immédiat, soit ça prend quelques secondes. Donc là, c'est Irène, qui est une ouvrière COSRA, qui pose pour lui son bureau à Raoul Berthollet est sur la gauche du mur en brique là. Et, alors c'est dû au hasard cette rencontre, mais voilà, il prendra cette ouvrière. De multiples reprises. Ça met un temps en fait. Ouais, ça dépend, voilà, ça dépend de la correction oculaire. Ah ouais. C'est génial. Donc on voit qu'elle a les cheveux noués, qu'elle a plusieurs tabliers, qu'elle a voilà, des éléments de protection vestimentaire pour son travail dans la filature de l'Incosra de Salon, à quelques kilomètres d'Amiens. La suivante, c'est l'ortillon. Normalement, elle fonctionne bien aussi, celle-là. Ouais. Donc,
ça aura été un peu le côté gadget de l'exposition, ça fonctionne tout le temps. On a des moments de détente qui ont été pris en photo par Raoul Berthollet. Là, il est avec ces trois comparses officiers qui sont abondamment pris en photo. Sur la gauche, c'est le docteur Tessier. Sur la toute droite, c'est Cocanas. Il est tout le temps, ils sont tout le temps pris en photo ensemble. Sur le milieu, je sais pas qui c'est. Et là, ils font du tourisme. Ils sont sur le pont qui emmène à l'usine Costra. Et on a des officiers qui sont sur un temps de pause. L'une des plus belles, c'est celle-ci, puisque là, c'est la première piscine d'Amiens, c'est la piscine de l'île au Fagot, où des courses de natation sont organisées. Alors, dans la presse locale, Berthollet, il apparaît, il a donné le départ du 100 mètres et du 200 mètres. Et au final, c'était des courses de natation qui étaient organisées pour que les militaires soient meilleurs nageurs qu'ils ne l'étaient pendant la guerre, puisque les cours de natation étaient quand même assez sommaires à l'école primaire et après. Et voilà, il a pris en photo 2 dimanches de suite des nageurs. On a les cavaliers hindous, les Sikhs, qui arrivent à Amiens, boulevard Alsace-Lorraine, avec des Amiénois qui regardent. Et puis on a cette photo qui va mieux marcher parce qu'il faut plusieurs plans en fait. Si il n'y a pas plusieurs plans sur une plaque stéréoscopique, ça ne permet pas de voir la toilette. On peut retirer les lunettes. Donc évidemment, on loupe totalement en 2021-2022. On sait qu'on a des photos de cavaliers indiens, mais ils ne prêtent pas beaucoup attention lors de la première exposition. Mais au final, elles vont quand même attirer notre attention, puisque dans le cadre des 2 expositions qui vont être faites cette année et qui vont être financées par la DMCA, on avait des photographies. Les élèves en classe de première avaient travaillé sur ces photographies et en classe de terminale, on a travaillé sur des textes en fait. Et on avait retrouvé évidemment des lettres de soldats français, on avait des lettres de soldats anglais, on avait des choses sur les Australiens, mais on n'avait strictement rien sur les Indiens. Donc tout bêtement, moi j'ai écrit à 2-3 historiens qui m'ont dit d'écrire à un historien indien qui s'appelle Rana Shina, qui est l'historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, et il va m'envoyer des lettres de soldats indiens que les élèves vont traduire. Et on s'aperçoit au fur et à mesure, grâce aux photographies notamment de l'UCPAD, qu'il y a un pan d'histoire de la Première Guerre mondiale qui ne figure pas dans les manuels, qui n'est pas écrit. C'est la présence de ces soldats indiens. Donc là, on a un autochrome de Jean-Baptiste Tournassou. Alors, le recteur d'académie m'a demandé si c'était colorisé d'emblée ou colorisé après. Non, c'est pas colorisé. Non, c'est colorisé. Enfin, c'est le processus des autochromes, c'est-à-dire que la colorisation, elle se fait au moment de la. Quand je regarde le document, et c'est fait à base de fécule de pommes de terre. Et donc ces couleurs sépia ne sont pas, ce que des fois on retrouve quand on a des films qu'on a colorisés, on pense que mettre du sépia, ça va donner l'impression que c'est passé. Ça pose quand même problème, hein, c'est-à-dire se donner le droit de quelle était cette couleur qui en noir et blanc qui était cette couleur du passé. Là en fait, c'est la couleur qu'on obtient. Donc en fait, ces autochromes on les a au début du siècle et on a dans le CDAD 200, à peu près 200 sur la guerre de 14, notamment avec Jean-Baptiste Tournassou. On les retrouve à la fondation musée Albert Kahn, les archives de la planète. Et en fait, après la Première Guerre mondiale, ça tombe dans les errances, donc on laisse vraiment tomber parce que c'est compliqué, que ça a un coût. Et
donc il faudra vraiment attendre l'instauration de la couleur telle que nous on la connaît, pour que ce soit, qu'on ait de nouveau ces photos en couleur, parce que ce sont des vraies photos en couleur. Oui, c'est ça, la couleur de l'époque. Et je trouve que ça, quand on le sait, on pourrait se dire, bah oui, mais qu'est-ce que ça change? Parce qu'on pourrait se dire, je pourrais vous dire, bah oui, c'est les couleurs de l'époque, alors que ce ne serait pas vrai. Et moi, je trouve que le fait de le savoir, c'est-à-dire de se dire qu'à ce moment-là, la couleur qui a imprégné, c'est celle-là, je trouve que ça a un impact beaucoup plus important dans la manière dont on peut se projeter dans le passé que d'avoir la colorisation qu'on a sur les films sur la Seconde Guerre mondiale. On pense que coloriser, ça a permis l'action. Moi, je pense que justement, le souci, il est de penser que la couleur serait la couleur de l'époque. De même qu'on ne retrouve pas ce qui s'est passé, on s'en approche, mais on ne retrouve pas. De toute façon, on ne retrouve pas la couleur de l'époque. Là, ce qu'on a, c'est la couleur de l'époque. Et je trouve ça mais incroyable. Et donc ça, ce sont vraiment des photos conservées à l'ECPAD. Je dirais tout à l'heure qu'on peut bien les voir. Donc on va discuter avec un autre spécialiste de l'art, on s'est aperçu aussi que c'est des sites, quand on s'est aperçu qu'ils ont une mauvaise réputation, on les considère comme des homosexuels, enfin il y a une mauvaise réputation de ces hommes, notamment des soldats qui ont du vernis à ongles, qui ont du vernis blanc sur ces ongles, donc il y a tout un côté où voilà, ils sont partis de manière volontaire avec les Britanniques, et ils sont considérés comme des femmes par une partie de la population indienne. Donc on a vraiment des photos à l'ECPAD qui sont exceptionnelles. Il y a celle-là, évidemment, l'arrivée à Marseille, puisque c'est le port qui voit débarquer ces troupes indiennes, avec évidemment le système colonial qui est évidemment présent sur les photographies. Donc les élèves ils se rendent rapidement compte que qui ouvre la marche, eh bien c'est le blanc. On a un officier français, donc Arnaud avait trouvé que c'était un officier traducteur, et il y a c'est un pigeon sur... non, c'est deux petites branches en fait. Petites branches. Qui sont sur, donc c'est un officier traducteur. C'est le tête de Sphinx qui est voilà, sur on a un officier britannique, de blanc, et puis derrière on a les soldats indiens. Donc autre photo qui a suscité évidemment de l'intérêt, c'est ces soldats indiens qui défilent le 14 juillet 1916 sur les Champs-Élysées. On les voit devant le Grand Palais, toujours avec le système colonial qui se met en scène et qui est repéré assez rapidement par les élèves. Enfin, toujours des photos, voilà. On a la mienne, cette gare Saint-Roch qui suscite, voilà, c'est un peu rendre hommage aussi à cette gare qui est totalement oubliée, qui est inscrite au monument historique depuis seulement 2-3 ans et qui rentre un peu sur le devant de la scène. Alors on va avoir un souci technique, mais à l'ECPAD, on a normalement, je fais ça, ceci. On a aussi des films d'une qualité exceptionnelle. On a voilà, des opérateurs qui ont filmé des soldats indiens. Donc on a quelques films. Donc il y a toujours évidemment cette manière de filmer qui peut interroger. Donc on n'est pas très loin d'Amiens en 1918. On voit, voilà, il y a un camp. Et il y a un moment de grâce à la toute fin de la vidéo qui va arriver.
espèce de jeu qui se met entre un soldat français et un soldat indien. Je rebascule ici. Hop. Donc, en 2021-2022, on était dans un petit centre culturel amiénois, et au mois de septembre 2022, la direction culturelle de la SNCF nous permet d'accrocher, de faire une exposition au sein de la gare. Tout cela avec un certain prix. Donc évidemment, il y a des échanges avec la VMCA assez rapidement, où exposé dans un lieu public avec de surcroît dans la gare d'Amiens, 6 000 visiteurs par jour, c'est quand même pas négligeable. Donc on échange beaucoup et on se dirige donc vers cette exposition. Donc là j'ai remis des photos qui ont été exposées, voilà. Les cavaliers, toujours avec ce changement entre 1915 et 1918 en place de la cavalerie au tank. Alors, voilà. Donc, on a fait une exposition sur 2 sites. Il y a l'exposition à la bibliothèque Louis Aragon et il y a l'exposition à la gare d'Amiens. Au niveau de la bibliothèque, les élèves ont tout fait. On a 44 photos à exposer, 44 photos qui sont évidemment classées. Je rebascule. Voilà. Hop. Donc on a quelques heures de travail dans le sens où tous les cadres sont numérotés, tous les cartels sont numérotés. C'est des élèves qui étaient présents au lycée, qui ont fait ça en amont, et on se retrouve un mercredi après-midi avec des élèves pour l'accrochage, et une élève qui est formidable, qui s'appelle Maureen, et qui sait faire des nœuds de marin très solides, puisque la seule chose que je devais vérifier que je n'avais pas faite, c'était l'accord entre les simèzes et ce qui permettait d'accrocher les caches, et évidemment c'était pas la même taille. Et moi, comme j'ai 2 mains droites, je suis gaucher, j'aurais mis 3 heures à faire un nœud. Elle a fait les 44 nœuds d'une manière assez rapide. Il y a une espèce de travail à la chaîne et de travail en équipe qui s'est mis. Donc on a eu cette exposition à la bibliothèque, on a l'exposition à la gare qui a été assez magistrale. Donc on va à Amiens et la Grande Gare, à l'entrée de la gare, et dans tout le hall et l'accès au quai, on a ces panneaux avec des textes qui ont été écrits par les élèves. La mise en page, c'est le graphisme, c'est la SNCF, et tous les textes, c'est les élèves qui ont écrit les textes. Et on a un vernissage, donc je rebascule. Hop. L'exposition, un vernissage, filmé par les équipes de CPAD, avec des élèves qui racontent ce qu'ils ont fait. On est sur une exposition à la bibliothèque Louis Aragon à Amiens, sur des photos de Raoul Berthollet en 1915, sur la vie des soldats étrangers français pendant la guerre à Amiens. Il y a tellement de photographies de 1918 concernées à Amiens, l'idée est venue de comparer le fonds Berthollet qui est conservé dans l'archive municipale des Toulouse et de le mettre en regard avec les photos de la STCA qui est conservée à l'ECPAD. Au départ, on a eu les photos et donc on a recherché d'où elles venaient, de qui elles venaient, de quand elles venaient. Le plonge au moins dans l'histoire et on apprend un texte et puis voilà, c'est vraiment des recherches, c'est savoir ce qu'ils ont vécu et savoir leur rendre hommage, leur dire merci entre guillemets. Et ensuite, on a eu l'idée de faire que ces élèves fassent une médiation avec les élèves de la ville dans laquelle ils se c'est la ville d'Ivry. Et là, les photos, ça a mis des noms aussi sur des images, ça nous apprend aussi la vérité de la guerre, comme quoi ça n'a été qu'une guerre, ça a aussi été du relationnel entre les soldats. Alors les élèves, ils ont monté l'exposition, donc on a 70 photos de 1915, 70 photos de 1918, donc il faut les mettre en rapport, il faut faire les cartels, il faut faire l'encadrement, il faut faire les textes, et ils sont à terre aujourd'hui puisqu'ils veulent assurer les visites. On nous met en valeur, on nous met en confiance sur des choses qu'on a vues en cours, et pour le montrer au public, c'est encore mieux. Merci aux différents organisateurs et protagonistes qui ont permis de déployer cette exposition. Par vos actions, vos recherches, vous êtes devenus de vrais ambassadeurs de la mémoire de la Première Guerre mondiale à Amiens. C'est essentiel de reprendre mémoire, ce film qui nous relie au passé, permet de relier ce passé
font des photos de mon grand-père. Ça, c'est le moment. De l'offrir à des familles, etc. C'est un projet vraiment pas fictif, un vrai projet, c'est super. Je suis très fier d'aujourd'hui parce que je vois qu'ils ont été étonnants, que tout s'est très bien passé. Donc ouais, ce qui nous a changé, je vois un petit peu aussi. Donc voilà. Donc le vernissage avec 3 élèves quand même qui étaient en terminale bac pro, qui n'avaient jamais été dans une bibliothèque de toute leur vie. Donc ça a permis de faire des belles choses. Et on a mobilisé d'autres sections où on a des élèves en PSR, en restauration collective, qui ont assuré le buffet et qui ont servi les personnes qui étaient venues au séminaire national de l'enseignement à la Défense, qui a été organisé en mars lors du vernissage. On a un livre, il en reste un que j'ai ramené ici, qui a été mis en page par une élève. Donc on avait demandé à 14 élèves, enfin des étudiants qui sont 14, de faire une proposition à la DMCA. Et il y avait 4 propositions qui sortaient du lot, et celle-ci, elle nous a tout de suite parlé, parce que l'élève avait compris d'emblée le cahier des charges. Il fallait, alors on avait les couleurs du drapeau français, il y avait la ligne de front, qui était aussi la ligne d'amitié. Donc voilà, on avait été très séduits, et on n'a pas été étonnés que la DMCA, la partie jury qui s'était fait, les choisit. Et surtout, on a ces lettres de soldats indiens qui sont données par cet historien, Ramachina, qui nous écrit en décembre 2022, qu'il organise une conférence et qu'on peut la faire par visio, et que si on vient, on vient et on vous aidera. Et en fait, c'est le post-scriptum, et sans le post-scriptum, moi, j'aurais jamais pensé rappeler la DMCA en disant qu'il y a peut-être le moyen de partir en Inde. Donc on a réussi avec la DMCA et le fonds Cardi, fonds MEF, pardon, à monter le budget du voyage, où tous les élèves sont partis pour ce projet. Les photos, elles sont réalisées par Gabriel Girard, qui est un élève de bac pro photographie de l'Académie de Paris. Donc on a un reportage photo avec les publications presse, tout ce qui a été publié dans le premier Picard. Là, il y a le phosphore qui arrive. Ce sont ces photos qui servent de reportage et de source pour les journalistes. Donc on est arrivé à New Delhi avec une chaleur assez accablante. On a pu faire sur 4 jours et demi un petit peu de tourisme, mais surtout les élèves ont accroché l'exposition au lycée français, avec des élèves du lycée français qui découvrent ce passé qui au final est très peu connu en Inde, puisqu'il n'est pas du tout valorisé. Les élèves ont participé à une conférence en anglais, donc chaque élève de la classe a pu présenter une partie du projet, et ils ont été applaudis par le public. Et il y a eu une cérémonie qui a été portée par Anachina et par son laboratoire, et on a été invité à déposer la pierre de fleurs au National War Memorial. On a continué, puisqu'on avait prévu fort longtemps d'emmener les élèves à l'ECPAD. C'est des élèves qui ont des cartes SD et puis des iPhones, donc découvrir des bobines de film et puis des pellicules photos, c'est assez étrange pour eux. Et ils ont présenté le projet à une classe d'Ivry-sur-Seine qui est venue à l'ECPAD voir ce qu'ils faisaient. Et voilà, ça c'est lors de la présentation. Donc au milieu, on a toujours les élèves, et au milieu il y a Jérôme Descoings, puisque Jérôme Descoings, son grand-père apparaît sur les photos dans Raoul Berthelet, donc il me suit comme certaines personnes qui sont présentes dans la salle aujourd'hui. Et on a redécouvert le cas d'un soldat français qui n'était pas, un soldat indien qui n'était pas reparti après le 11 novembre 1918, qui s'est marié et qui a eu une vie à
côté d'Amiens. Et voilà, grâce à ça, les élèves ont été invités à le 13 et 14 juillet, ça a été riche. On a été à l'Assemblée nationale, on a été reçu au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et on a été invité à tribune le 14 juin. Et c'est au tour de l'UCPAD de prendre la défense du projet. Bon, alors, moi je vais vous présenter effectivement ce qui a permis à Louis de travailler son projet, en vous disant quand même que vous n'êtes pas obligé, pour travailler avec nous, et avec moi en l'occurrence, d'avoir un projet avec autant de facettes, que c'est très bien s'il y a autant de facettes, mais qu'en revanche, avoir une voilure plus petite, c'est pas, voilà, c'est ce que classiquement on fait, on va dire, habituellement. Donc en fait, ce que je vous propose de regarder, c'est vraiment comment, en utilisant nos archives de manière vraiment à géométrie variable, donc il y a ce projet. Moi, c'est le seul pour lequel j'ai vu autant d'ampleur se déployer. Mais en revanche, vraiment, l'idée, c'est de partir de ce que vous avez envie de faire et de faire coller cette envie, donc qui peut être à géométrie variable, selon le temps que vous avez à y consacrer, de faire coller avec la richesse de nos archives. Je peux vous assurer que c'est un émerveillement au quotidien. Donc moi, je suis enseignante détachée à l'ECPAD depuis 4 ans. J'adorais l'histoire. J'ai fait des travaux de recherche, mais là, vraiment, ça m'a ouvert des portes véritablement insoupçonnables. Donc, ce que je voudrais qu'on présente, oui, on va passer les diapositives. Donc, là, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de vous donner les clés pour que vous puissiez nous recontacter, en sachant qu'il y a véritablement possibilité de travailler de manière très différente selon le temps dont vous disposez, l'envie aussi dont vous avez de travailler, plus ou moins accompagné. C'est vraiment à votre main que ces archives pourront être mises à disposition. Donc l'idée, c'était de partir qui finalement nous réunit, c'est-à-dire que si on regarde la place que les nouveaux programmes de lycée, en histoire, mais aussi l'enseignement de la spécialité et les programmes de 3e accordent à ce que j'appellerais largement le fait militaire, parce que vous avez bien compris aussi qu'il ne s'agit pas uniquement, enfin nos archives ne renseignent pas uniquement ce qui serait de l'ordre de la restitution des batailles. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc on est vraiment dans le fait militaire comme fait total, et donc si on prend ce fait militaire contemporain et qu'on se dit qu'on vient à l'ECPAD voir ce qu'il y a, ben en fait il y a tout. Et donc, on a, ça oui, vous l'avez rappelé, je vais le redire juste rapidement, 15 millions de photographies qui sont abondées tous les ans à peu près 1 million de plus, puisque les services versants, alors à la fois nos opérateurs et les services versants de l'armée versent chez nous, puisque nous sommes centre d'archives audiovisuelles définitives. Donc 15 millions de photographies, 100 000 heures de films, je le dis parce que sinon le directeur de l'UCPAD ici présent va me dire que je n'ai pas mes chiffres à jour. Et ce qui est... alors, on est à Ivry, donc pour certains, c'est peut-être un peu loin, Val-de-Marne, mais depuis à peu près 2 ans, on a une plateforme qui s'appelle Image Défense, qui permet, et ça on peut donc travailler avec les élèves, qui permet de regarder de ces 15 millions de photographies, 350 000 photos, et ça c'est pareil, c'est régulièrement abondé, donc ça veut dire que là c'était les derniers chiffres, mais ils augmentent régulièrement, tous les jours en fait. 1650 heures de film, ce qui fait quand même pas mal de temps, même si les élèves restent sur les écrans, 1650 heures de film à regarder, c'est énorme. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, on a un classement à partir d'Image Défense, je l'ai mis là, qui permet vraiment pour les enseignants et aussi les élèves de se déplacer dans ces photos et ces films qui ont été classés selon la séquence, finalement le séquençage attendu. Donc avant la Première Guerre mondiale, parce que, alors Louis vous a rappelé qu'on a été créé en 1915, mais on a une politique d'achat, de dons, de dépôt, de legs. Et d'ailleurs on aurait pu récupérer les photos d'Arteli. Que la photographie la plus ancienne dont on dispose, c'est 1842. C'est un daguerréotype d'un militaire, il est en buste. Pas forcément complètement à son avantage. Mais en fait, c'est vraiment la porte d'entrée, vous dites, la photo la plus ancienne, 1842. Donc
Et donc, on a des photographies, des films d'avant la Première Guerre, après donc une entrée première, entre deux guerres, deuxième guerre, et notamment, on va y revenir avec le front allemand, la séquence principalement des deux guerres de décolonisation. Et on rentre à partir de 1963 dans les OPEX, et là notamment ça permet d'aborder en spé la question, le thème 2 sur faire la guerre, et puis ça permet aussi d'aborder les enseignements de défense. Voilà. Donc en fait, tout le programme en lien avec le fait militaire peut être traité à partir de nos archives. Alors la deuxième... Alors, je vais en 3 temps donc vous dire comment justement on a en fait un espèce de panel d'outils. Vraiment, c'est une boîte à outils dont vous vous emparez comme vous voulez. Et donc, soit vous pouvez nous dire, on bâtit ensemble la maison, soit vous pouvez vous dire, mais non, moi je sais bâtir, je prends juste les outils et je construis. C'est vraiment à votre main. Donc, tous les ans, alors là on a un peu de retard, on met à disposition des ressources sur notre site, donc le site de cpad.fr, qui sont des ressources qui permettent de faire le concours national, donc le CNRD. Notamment cette année, on avait, alors a priori, il n'y avait pas grand-chose puisque c'était résisté en déportation et que nous, nos photographies et nos films, convoquer résistant en déportation, c'est pas possible. On n'a pas d'opérateur militaire dans les centres pendant le camp de déportation. En revanche, j'ai retrouvé, enfin, on avait des rushs de résistants. Vous retrouvez Germaine Tillon, il y a 40 ans, de résistants dont certains sont connus, et surtout l'intérêt c'est qu'en fait on décline toute la palette de ces résistants, donc des résistants connus rétrospectivement à l'échelle internationale, enfin pardon, à l'échelle nationale, connus, je sais pas, à l'échelle régionale avec par exemple un député, ou alors des inconnus. Et en fait moi j'ai recherché à partir de ces rushs tous les renseignements que je pouvais trouver sur eux qui n'étaient pas encore, qu'on n'avait pas encore documentés. Et ça permet vraiment de proposer aux élèves de sortir par exemple aux résistants qui veulent, et à partir de ça de travailler sur ce qui va être rapporté de cette résistance en déportation, en sachant que tout ce qui est dit, ça témoigne de la résistance en déportation, donc essentiellement dans les camps de concentration. Et il y a aussi un intérêt, enfin moi j'ai trouvé, c'est donc ça date en France de 1982, et il y a une manière d'interviewer qu'on trouverait, enfin que moi je trouve extrêmement scandaleuse, c'est-à-dire que tous les travaux qui ont été faits depuis Annette Vivorca sur l'ère du témoin, c'est-à-dire finalement ce respect à tort ou à raison qu'on va porter au témoin quand on regarde la technique d'interview qui a été faite, où les anciens déportés, donc des fois l'intervieweur leur dit « Bon écoutez, c'est moi qui pose des questions, hein, là il faut arrêter de me couper. Hein. » On est comme ça, on entend Germaine Tillon se faire reprendre. Voilà. Et ça permet aussi pour les élèves de questionner en 82 la place qu'on accorde, qui a complètement été transformée là. Donc on a aussi pour héritier de mémoire la DMCA, rentrer des ressources, d'autant plus que, je remercie Arnaud Papillon, cette photographie donc, qui est sur les affiches de la DMCA est à nous, et que celle-là est à nous également. Voilà. Donc ça, c'est mise à disposition de ressources non commentées, enfin sans proposition pédagogique, vous en emparez. Ensuite, on a une mise à disposition aussi, alors cette fois-ci avec une proposition pédagogique, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser, de ressources sur l'uni-enseignement. Et à chaque fois, j'essaye de regarder tout ce qui peut, alors toujours en lien direct avec les programmes, notamment les points de passage et d'ouverture. Je respecte à la lettre le BO. Et avec des trouvailles, je vais vous en donner un exemple. Par exemple, là, sur le soldat inconnu et les enjeux mémoriels, donc on a petite dizaine de photos, pas forcément de très bonne qualité, qui sont du moment du 11 novembre 1920. Des photos d'origine militaire française. Donc, je vous propose sans légende. Donc ça peut être aussi un jeu de piste pour les élèves. Et on a également, comme on a donc une production allemande récupérée des compagnies de propagande pendant la guerre, on a des films qui sont antérieurs, qui datent de la période nazie, donc avant 1939, et là, et c'est
incroyable. Moi, quand je l'ai vu, j'étais un peu surprise. Il y a un film de montage réalisé, donc j'ai plus la date en tête, ici dans les années 30, donc par un cinéaste allemand qui a basculé dans le nazisme, qui est un très bon cinéaste, et qui va, donc c'est une commande du régime nazi qui explique que le meilleur moyen de rendre grâce aux morts, c'est d'avoir un soldat inconnu, et que dans ces modèles de soldats inconnus, les deux modèles qui se détachent, c'est le modèle français et le modèle britannique. Et c'est proprement incroyable de faire travailler les élèves là-dessus, c'est-à-dire que les images sont des images françaises et anglaises, donc c'est ça que j'ai conservé dans ce film, qui sont accompagnées du commentaire discursif des autorités nazies sur ce que la République de Weimar a refusé de créer. Voilà. Donc on peut vraiment enchasser des degrés d'analyse avec des images d'époque. Donc après, il y en a des tas d'autres. Par exemple, là j'ai fait la libération de l'Orient, donc pousser la guerre sur les sorties de guerre en mai 45, ne pas s'arrêter au débarquement l'année d'avant, en prenant le prisme des prisonniers de guerre allemands, qu'on oblige, la pédagogie de l'horreur, à la fois à nettoyer les gravats, il a été complètement bombardé, mais aussi à enterrer les corps des forces de Port-Louis, qui de Port-Louis a servi d'exécution pour les résistants. Alors ensuite, ça j'irai vite parce que Arnaud en a parlé tout à l'heure, donc sur Chemin de mémoire, on abonde pour Educadef, donc tout ce qui va être enseignement de défense. Donc, alors là, il faut aller sur le site, sur votre site, voilà, et donc on retrouve, là, par exemple, on va retrouver, il est partout, donc voilà, là il y a des ressources, pas forcément clés en main, mais qui permettent de faire l'enseignement de défense. Ensuite, alors, ça, c'est ce qu'on, je vous donne juste, enfin, je donne deux exemples. Donc on a des sources vraiment qu'on peut travailler de manière extraordinaire et qui permettent de travailler le programme, pas forcément justement de manière attendue. Donc ça c'est un exemple que j'avais développé à la FIAF au congrès qui était à Budapest et que j'ai repris, que je vais reprendre là comme ressource. Donc il y a un point de passage d'ouverture au BO qui est intitulé « Continuer à arrêter la guerre », qui est vraiment une vision rétrospective avec tout ce que De Gaulle mettra en scène dès 1945 de ce qu'a été le combat de la France libre. Et moi j'ai proposé de retourner, c'est-à-dire de partir vraiment de juin 40, et en juin 40, quand on regarde, et c'est pas volontaire, la manière dont le service cinématographique des armées filme la déroute, c'est-à-dire finalement ne se rend pas compte, l'État n'est pas capable de, quand il filme sa déroute, de ne pas filmer la déroute, c'est-à-dire que l'État accepte de montrer sa faiblesse. Et là, véritablement, vous pouvez retourner le point de passage d'ouverture. Il est évident qu'en juin 40, quand on voit ça, mais il faut le regarder, ce qui est extraordinaire, j'en parle bien numéro 36, la question qui se pose, De Gaulle apparaît d'autant plus seul, et les résistants, quelques résistants aussi, parce que véritablement, arrêter la guerre, quand on voit ça, ça se comprend. Donc ça permet aussi, en partant des archives, des sources archivistiques, de se dire qu'on peut réfléchir sur ce qui maintenant apparaît comme une évidence. Il fallait continuer la guerre. Quand on regarde comment l'État n'arrive pas à finalement proposer autre chose que sa défaite, et je pense que ce n'est pas ce qu'il souhaite dans ces images, donc à la fois sur Dunkerque et sur l'Exode, ça permet de réfléchir sur aussi la manière dont après il y a une reconstruction a posteriori à la fois des acteurs de l'histoire, mais aussi des programmes scolaires. Alors ensuite, on a des fonds privés qui offrent un autre regard et qui notamment permettent, là j'ai donné l'exemple de la colonisation, qui permettent de voir des archives dont vous penseriez peut-être qu'elles n'existent pas ou qu'on ne veut pas les montrer. Elles existent et on les montre. Et donc là, je vous ai sorti, c'est le fonds Edgar Humbert, je n'ai pas le temps de détailler, donc une exécution à Madagascar, exécution La Voix. C'est une exécution donc, entre 1900 et 1902, du support de la plaque de verre. Et la photographie qui est après, elle montre la population locale dont on demande, on est là aussi dans un cadre de pédagogie, de regarder les corps qui sont tombés.
Ensuite, on voit aussi que là, pendant la guerre d'Indochine, on a un photographe qui fait des diapositives, c'est une diapo, Henri Auchan, et là on voit finalement une manière aussi de voir ce qui se passe en temps de guerre, c'est-à-dire un quotidien dont si on enlevait la légende, on ne le placerait pas forcément comme un quotidien de guerre. Et alors ça c'est un fond que j'adore. Donc c'est un photographe qui est amateur, qui n'est pas employé en commande institutionnelle, donc par le service cinématographique pendant la guerre d'Algérie, qui s'appelle Arthur Smet, qui je pense est toujours vivant, enfin il était vivant l'année dernière, et qui a photographié la guerre d'Algérie en étant pro-Algérie française, qui a fait sa vie en Algérie, qui n'en part qu'en 63. Là c'est son petit garçon qui est là. Donc enfin, moi je trouve ça vraiment extrêmement intéressant, hein. C'est-à-dire que il sert, hein, mais en même temps il a une vie à côté, il a épousé une fille du Pied-Noir qui a le père a donc une ferme, enfin un domaine agricole. Il a 2 enfants en Algérie, il aura le 3e après. Là on est dans la région de Saïda. Quand il reviendra en France, la maison qu'il se fera construire, il l'appellera Saïda, en disant voilà, pour lui c'était une période exceptionnelle. Et ce qui est encore plus exceptionnel, me semble-t-il, c'est qu'à un moment donné, il a décidé de donner toutes ses photographies à le CPAD. C'est-à-dire ce qui a été un moment pour lui tellement important dans sa vie, il les a confiées. Moi, je sais que je fais avec ça un atelier avec les élèves en leur montrant la photo de Arthur Smet en 60, ce qu'il est devenu 40 ans plus tard quand il donne les photos, et le geste qu'il fait quand, une fois qu'il a donné l'album, il continue de le regarder. Et donc on fait tout un travail sur accepter de donner ce qu'on a de plus précieux pour que ça devienne un bien commun et que ça puisse permettre un travail mémoriel. Voilà. Et ça, ce fond, il est extraordinaire. Et ensuite, donc, puisque maintenant vous aurez compris qu'il faut qu'on travaille ensemble, je vous donne quelques exemples qu'on avait fait l'année dernière. Alors évidemment, j'ai pas pu faire... c'est beau, j'ai pas pu ne pas mettre Louis. Mais je vous donne d'autres exemples. On travaille avec beaucoup de classes, sous des formes différentes. Donc là, par exemple, il y avait un enseignant l'année dernière d'un lycée parisien qui voulait travailler sur la 9e division d'infanterie coloniale parce que son grand-père y avait servi. Moi, je me suis dit que je voulais élargir. Je ne voulais pas travailler avec un enseignant qui voulait travailler sur son grand-père. Je voulais travailler sur la 9e des lycées. Et donc, on est parti de ça, donc de la libération. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé tout son grand-père. De la libération d'Elbe à la victoire jusqu'en Allemagne, et on a travaillé notamment avec les élèves sur le blanchiment de l'armée, de l'âtre, en faisant une succession de photos. Et il y a un film aussi à la gloire de la 9e lycée qui permettent de voir comment le passage de la fin de la guerre a des incidences aussi sur la composition de ces troupes, que au départ sont des troupes, vous voyez là sur la photo, des troupes coloniales. Ensuite, il y avait le projet Héritier de mémoire sur Leclerc, donc c'était jusqu'à l'année dernière. Donc avec beaucoup de classes, on a travaillé. Là, c'était avec une CEPA d'Orléans. Donc là, je suis partie pour réussir à les accrocher. Je suis partie tout bêtement de 3 portraits de Leclerc. C'est tout bête, mais il fallait compter les étoiles qui montraient que on avait les grades de son statut de général. Et puis, pour vous dire aussi qu'on peut ne pas partir sur les photos, il y a une enseignante qui voulait travailler sur les lettres. Donc, je dis que c'était un peu embêtant, mais j'ai pris l'atelier. Et en fait, j'ai trouvé des fonds privés où on avait des lettres de prisonniers français en Allemagne et de prisonniers allemands en France. Et puis, après, on est aussi parti de nos photographies. On a des photos de... Par exemple, alors elle est peut-être composée, je ne sais rien. Dans tous les cas... d'un soldat qui, pendant un temps parenthèse, écrit à ses proches. Et là, donc, ce sont des noms, vous voyez, en fait, nous, on a des cartes postales écrites complètement pour ne pas perdre une ligne, parce que c'est le seul support qu'autorise le courrier de ceux qui sont prisonniers. Et voilà. Donc, ça, c'est sur le flyer. Donc, si vous voulez nous contacter, vraiment pour des projets à géométrie, projets pédagogiques à géométrie variable. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé de venir à l'ECPAD. On a des places aussi dans une ici.
Mmh.